Bonsoir à toutes et tous, salut Volca, salut Nawal, salut Caradoc, salut Jules, salut Jeff. Bienvenue à toutes et tous, salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, salut Étienne, salut Caradoc, je sais pas si je t'ai déjà, salut Jeff, j'ai déjà dit bonjour. Salut à toutes celles et ceux qu'on connaît, bien sûr aussi à ceux qu'on connaît pas qui nous rejoignent et qui j'espère vont passer un chouette moment avec nous ce soir. On est ensemble pour 2 heures jusqu'à 20h donc, avec au programme de 18h à 19h, notamment les humanitaires tués à Gaza, l'armée israélienne qui tente des excuses et plaide l'erreur, Netanyahou tensé de part et d'autre par une partie des Israéliens d'abord qui appelle à sa démission et par son rival Benny Gantz qui appelle lui à des élections anticipées. Ce sera jusque 19h, heure à laquelle nous irons faire une pause plus tranquille dans les étoiles, où l'une d'entre elles, qui revient tous les 80 ans, devrait pointer son nez ces prochaines semaines. Elle s'appelle TCRB et on pourra la voir à l'œil nu. Ce sera de 19h à 19h20 avec un télescope et l'ami Olivier Lascar de Science et Avenir. À 19h20, on revient sur la Terre, on revient même très près du sol, sur le pavé glissant de la réforme de l'assurance chômage que prépare Gabriel Attal, une réforme des droits des chômeurs que le Premier ministre a promis pour l'été et qui fait déjà bondir dans les rangs des oppositions avec, comme bien souvent, du diable bien caché dans la coulisse sombre du détail. On rangera le télescope pour sortir de la loupe et vous restez avec nous. À la fin, vous aurez normalement tout compris. Pour l'heure et pour l'instant, il est à peu près 19h à Beyrouth, il est à peu près déjà demain à Sydney et Tokyo, il est 16h en temps universel, il est exactement 18h04 passé de 3 secondes et il est bien sûr l'heure que vous voulez sur Twitch. Bienvenue à tous celles et ceux qui nous rejoignent. Posez vos questions dans le chat, on répond à tout le monde. Nous partons à quelques 3300 km de Paris, dans la bande de Gaza, 3 jours après la frappe israélienne qui a tué 7 travailleurs humanitaires à Gaza. Une erreur plaide l'armée, une horreur s'indigne la communauté internationale qui a fixé ses projecteurs sur Israël, avec notamment un échange téléphonique aujourd'hui entre le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Bonsoir Pierre de Jong. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien colonel des troupes de marine, vice-président de l'Institut Thémis, dédié aux problématiques de paix et de sécurité. À vos côtés, Colline Bétou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes conseillère juridique en droit international humanitaire. Et à mes côtés et à vos côtés, Bertrand Badi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite des universités à Sciences Po Paris, vous êtes spécialiste des relations internationales, vous avez commis pour une approche subjective des relations internationales paru chez Odile Jacob, c'était en 2023. Bonsoir et bienvenue. Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou devaient se parler aujourd'hui au téléphone. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Premier qui veut. Ouais. Bertrand. Le paradoxe par rapport à l'histoire récente, c'est qu'on n'a pas à en attendre grand-chose. C'est-à-dire que l'une des leçons des événements qui se sont déroulés depuis la tragédie du 7 octobre, c'est l'isolement, l'impuissance et l'hésitation des États-Unis. Ce sont quand même 3 paramètres qui font frissonner. Il ne s'agit pas d'un État comme les autres. Il s'agit de la superpuissance qui même se croyait unipolaire en un certain temps. Grand frère, entre guillemets, d'Israël et qui avait pour coutume de coordonner les actions militaires et diplomatiques avec l'État hébreu. Or, que voit-on ? Le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est rendu 6 fois dans la région depuis le 7 octobre, le président Biden une fois, il y a eu de très nombreux contacts de toute nature, téléphoniques ou humains en direct, et finalement, on ne voit pas où ni comment les États-Unis ont même infléchi la position de l'État d'Israël. C'est un paramètre extraordinairement important. Alors, que peut-on en attendre ? Ça renvoie à un constat fait probablement par le Premier ministre Netanyahou dès le départ, à savoir que les rappels à l'ordre des États-Unis sont rhétoriques, sont symboliques, mais ne sont jamais matériels. Ni en termes de coopération militaire, de livraison d'armes et de munitions, ni en termes diplomatiques, puisque on sait que les États-Unis ont plusieurs fois leur veto à des résolutions demandant le cessez-le-feu. La dernière fois, ils se sont abstenus. Ils étaient tout seuls, c'était 1 contre 14, ce qui est une autre humiliation. Mais cette résolution n'était assortie d'aucune sanction, donc le risque encouru par le gouvernement israélien était faible. À partir du moment où on est persuadé que pour différentes raisons sur lesquelles, si vous voulez, on peut revenir, le risque est quasiment nul, pourquoi se gêner ? Et donc, la posture israélienne est celle non seulement de ne pas
se soumettre ni d'obéir aux injonctions venant de Washington, mais de tirer profit de cette différence pour montrer que l'on n'est pas en situation d'attente des ordres venant de Washington. Donc, de ce point de vue-là, le blocage est terrible. Alors, on pourrait continuer, je ne voudrais pas garder la parole trop longtemps. Derrière, il y a les élections présidentielles aux États-Unis en novembre prochain. C'est ce que dit Volca dans le chat, c'est du théâtre, c'est pour tenter de calmer l'opinion publique américaine. Mais voilà, c'est-à-dire la solution. On est dans une phase de marketing électoral. Du côté de Trump, le marketing est clair. Il s'agit effectivement de parler le langage qui est attendu d'abord par ses électeurs. Du côté de Biden, c'est plus difficile parce qu'il y a ce phénomène nouveau extrêmement important qui est l'évolution très nette de l'opinion publique américaine et notamment des jeunes et des jeunes qui correspondent à l'aile gauche du Parti démocrate dont Biden a absolument besoin pour gagner. Donc l'équation, c'est est-ce que cette concession rhétorique suffira pour ne pas faire basculer cette fraction dans l'abstention. Votera pas Trump, de toute façon, mais si elle bascule dans l'abstention, arithmétiquement, Biden est battu. Colline, vous souscrivez ? Oui, alors moi je vais donner un point de vue plus juridique parce que c'est vraiment pas ma spécialité, les relations internationales ou la politique internationale. Vous êtes conseillère juridique en droit international humanitaire. Exactement, donc je vais essayer de ramener la question sur l'angle qui vous intéresse peut-être davantage. Pour apporter quelque chose au débat. D'un point de vue juridique, ce qu'on pourrait en attendre, c'est clairement que les États-Unis remplissent en fait leurs obligations au titre de l'article 1 commun des conventions de Genève, sans rentrer dans trop de technicité, qui prévoit que les États doivent respecter, mais également faire respecter le droit international humanitaire, en l'occurrence les conventions de Genève. Et il se trouve que les États-Unis ont une interprétation un peu particulière de cet article, et ils sont un peu à part du reste de la communauté internationale. Ils ont une vision très restrictive de cette obligation, et pour l'instant, en effet, ils ne se plient pas à cette obligation d'obliger, en l'occurrence Israël, à respecter le droit international humanitaire, parce qu'ils considèrent que c'est une obligation qui ne se pratique que sur le terrain, sur le théâtre des opérations, et pas en politique internationale. Et ça n'est pas du tout l'interprétation qu'en fait, par exemple, le Comité international de la Croix-Rouge, qui est un acteur majeur en matière de droit international humanitaire au regard des conflits armés. Et vraiment, ce qu'on pourrait en attendre, c'est que les États-Unis rappellent Israël dans ses obligations, puisque, je le mentionne ici, mais tous les États de la planète sont partis aux conventions de Genève. Donc tous les États de la planète doivent respecter les règles qui s'y trouvent, et notamment les règles concernant la protection du personnel humanitaire dont on parle aujourd'hui. Pierre de Jong. Alors, je vais mettre ça du point de vue militaire. Bah oui. Pour le coup, comme ça, on aura couvert. On avait un spécialiste des relations internationales, on avait la juriste, maintenant il me faut le militaire, effectivement. Exactement. Sachant qu'il y a quand même que les affaires militaires se mêlent étroitement avec les affaires des géopolitiques, bien évidemment, mais qui ont été traitées brillamment précédemment. Donc, je ne vais pas y revenir. Mais c'est vrai que la période pour les démocrates, elle est absolument incroyable. Depuis le départ de l'Afghanistan en août 2021, on voit bien que ce gouvernement est en complète déshérence à l'étranger. Vous avez la guerre en Ukraine qui a commencé en février 2022. Vous avez toutes les tensions autour de Taïwan et de la mer de Chine. Et en plus, patatras, vous avez la mère de toutes les batailles, comme disait un président qu'on a tous bien connu, mais toutes les batailles qui est quand même la guerre entre Israël et Gaza. Et donc, c'est un truc absolument... Enfin, le Hamas. Donc, c'est vrai qu'on est dans une situation absolument incroyable. Et cet État qui est théoriquement fort, qui théoriquement, en fait, dominait les autres. Encore une fois, je reviens sur le terme d'unipolarité. Je suis bien d'accord avec vous. On a pensé qu'il était unipolaire, mais en fait, il a perdu beaucoup de son unipolarité quelque part. Aujourd'hui, il n'arrive pas à le gérer. Concrètement, c'est ça le cœur du problème. Il aimerait probablement trouver des solutions et briller sur la scène internationale, mais il n'y arrive pas. Donc on voit bien que toutes les opérations, encore une fois, l'Ukraine, la mer de Chine, Taïwan, je ne parle plus de l'Afghanistan, mais bien évidemment les affaires de Gaza, eh ben en fait, on fait ça la petite semaine. Et du coup, ça a obligé, lorsqu'ils ont voté la résolution 22-28 de mémoire, qui était celle qui obligeait théoriquement les Israéliens à mettre en place un cessez-le-feu immédiat,
en tout cas pour la période du Ramadan, on voit bien qu'en fait, les seuls qui ont voté, qui ont voté neutre, entre guillemets, le mot n'est pas très bien trouvé, mais il s'adapte à d'autres votes pour des résolutions, sont les États-Unis qui sont trouvés en fait complètement isolés. C'est encore un des paradoxes incroyables, sachant, encore une fois, c'est que cette résolution, elle a été poussée évidemment par les Russes et par les Chinois, qui eux pratiquent une politique étrangère extrêmement dynamique, extrêmement, je ne vais pas dire brillante, en tout cas déstabilisatrice. Et les Américains sont en retard encore une fois de plus d'un wagon. Donc en fait, cette position qu'ils ont, en fait, ils vont pas la rattraper. Et comme le dit votre auditeur fort justement, on est dans un contexte complètement incroyable. L'élection est dans 6 mois. Il se passera rien. Dans le monde entier, il ne se passera plus rien. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, le pouvoir est détenu par les démocrates, mais il est détenu aussi par un démocrate qui va partir, ou en tout cas, il est en fin de pouvoir, et il est aussi détenu par un républicain qui va arriver, mais il est aussi détenu à la Chambre par le pouvoir républicain. Donc on a un paradoxe incroyable dans lequel les deux pouvoirs s'annulent, et donc il ne va absolument rien se passer. Il n'y aura pas d'intervention, il n'y aura pas d'obligation, il ne se passera absolument rien. Et encore une fois, je pense que le Hamas, on profitera, en tout cas à Gaza, ils en profiteront, mais également en Ukraine. C'est la même situation. Les Ukrainiens, aujourd'hui, attendent les 60 milliards qui n'ont pas été votés au Congrès. Eh bien, ils vont attendre un certain temps. Ils vont trouver des modalités, probablement, pour écheniller un petit peu ce flux financier, mais ils ne l'auront pas. Donc, on voit, encore une fois, cette espèce d'immobilisation, cet immobilisme américain, malheureusement, si vous voulez, bloque totalement, si vous voulez, le règlement des conflits. D'autant que, et je termine juste là-dessus, c'est que les Nations Unies on démontre aujourd'hui qu'elle n'existe plus. Grâce ou à cause du droit de veto de la Chine et de la Russie au Conseil de sécurité, c'est fini. Il ne se passe rien. Donc vous avez un astre mort qui ressemble à la SDN des années 30 pour utiliser des comparaisons un petit peu hasardeuses. On est dans un système où il n'y a pas de régulation. Donc en fait, c'est quoi ? Quand il n'y a plus de régulation, il n'y a pas d'État fort, pas de régulation internationale, c'est la porte ouverte à absolument n'importe quoi. Et Israël, bien sûr, en profite, comme d'autres d'ailleurs. Bertrand Badi. Oui, et je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Et il y a un élément supplémentaire qu'il faut mettre en évidence, c'est ce qu'il y a derrière le rideau. Derrière le rideau, vous avez dans toute la région des États qui autrefois étaient les relais des États-Unis, qui étaient les puissances régionales par procuration et qui suivaient au doigt et à l'œil, à la lettre, au doigt et à l'œil. Et voilà, à la lettre, au doigt et à l'œil, décidément, les injonctions, les décisions, les choix de Washington. Or, que s'est-il passé ? 1979, le Shah d'Iran, qui était le pilier même des États-Unis au Moyen-Orient, tombe. 2003, Recep Tayyip Erdogan arrive au pouvoir en Turquie et adopte une politique étrangère sur laquelle je reviendrai dans un instant, qui est totalement autonome et tout membre de l'OTAN qu'il soit fait ses choix individuellement, hors de toute concertation avec les États-Unis. Et même, souvent, à des flirts bien connus avec Vladimir Poutine. L'Arabie Saoudite, c'était vraiment l'allié modèle depuis le fameux pacte du Quincy à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Véritablement, l'Arabie Saoudite par anticommunisme, mais aussi par toute une série de calculs stratégiques, était un relais précieux et en plus riche, pétrolier pour les États-Unis. Que s'est-il passé ? L'été 2022, Biden fait une visite à Riyad et est humilié par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Lorsqu'on demande à celui-ci « Qu'est-ce que vous ferez si les États-Unis venaient à s'opposer à tel ou tel de vos choix ?» Il répond « I don't care », je m'en fous, quoi, en quelque sorte, ce qui est absolument incroyable. Il y a quelques années, on n'aurait pas pu même imaginer une chose pareille. L'Égypte, qui du temps de Sadat et de Moubarak était alignée derrière les États-Unis, a un dirigeant qui joue en même temps à l'intérieur une politique populiste et à l'extérieur une politique nationaliste, c'est-à-dire d'indépendance. Et on pourrait continuer. Donc, ce qui est terrible pour les États-Unis, c'est qu'ils n'ont plus aucun relais dans la région, aucun point d'appui, ce qui veut dire qu'effectivement,
quels que soient les événements qui nous attendent pour les mois, peut-être les années prochaines, les États-Unis n'ont pas de latitude d'action. Pire encore, ils sont obligés d'obéir. Ils sont obligés de continuer cette coopération militaire avec Israël, même s'ils ne le souhaitent pas. C'est le comble de l'humiliation et c'est surtout une aubaine absolument extraordinaire pour deux types d'acteurs. D'une part, pour la Russie et la Chine qui voient la possibilité de jouer en partenariat efficace avec tous ces acteurs que je citais tout à l'heure qui n'obéissent plus aux États-Unis. Et c'est une aubaine aussi pour chacun des princes de la région qui joue sa propre carte en se défiant de toute forme d'alliance. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Vous savez, il n'y a plus qu'une seule alliance militaire dans le monde, c'est l'OTAN. Le reste, c'est véritablement retiré de cette logique diplomatique pour choisir ce que j'appelle l'union libre diplomatique, c'est-à-dire passer un jour une soirée avec Erdogan, une autre avec Netanyahou, une troisième avec Poutine, une quatrième avec Khamenei, une cinquième avec Mohamed Ben Salman. Un jour, l'Iran et l'Arabie Saoudite sont au bord de la guerre, le lendemain, ils se réconcilient. Cette fluidité, c'est, je pense, le plus grand désastre diplomatique que les États-Unis pouvaient redouter et qui donne aux dirigeants israéliens le sentiment que ça n'a plus aucun intérêt de négocier quoi que ce soit avec Washington. On en est là. Dans cette configuration, Colline Bétou, comment les organisations humanitaires peuvent trouver leur place ? Alors, elles ont une place très compliquée, d'autant que l'accès, comme vous le savez sans doute, dans les territoires occupés palestiniens est extrêmement compliqué, contrairement à ce que préconisent encore une fois les conventions de Genève, mais aussi leurs protocoles additionnels et l'ensemble du droit international humanitaire coutumier, c'est-à-dire les règles qui sont généralement acceptées, sans être forcément écrite. La position des organisations humanitaires qui cherchent à intervenir dans cette zone-là est clairement de mettre en avant toutes les règles qui existent. Alors, elles négocient à la fois sur le plan juridique, mais aussi sur le plan politique, pour avoir accès. Et alors, dépendamment de l'ADN de chacune des organisations, certaines sont militantes, d'autres opérationnelles, neutres, indépendantes, impartiales. Elles ont différents différents accès ou différents points de vue sur la question. Moi, en me basant sur mon expérience, je vais plus parler de celles qui sont opérationnelles, neutres, indépendantes et impartiales. Ce qui est clair, c'est qu'elles vont appuyer leur discours pour avoir accès sur les règles de droit qui existent. Mais en droit international, le droit est toujours fortement lié à la politique, c'est indissociable. Et donc, même si la base de l'argumentaire est juridique, les forats de négociation vont être politiques. Et pourquoi c'est particulièrement compliqué dans ce contexte en particulier, c'est parce que, contrairement à d'autres contextes de conflits armés récents, je pense notamment à la Russie et l'Ukraine, comment dire, même la neutralité est considérée comme partisane. Exactement. Donc, c'est très compliqué d'avoir un discours qui est censé être neutre, impartial, indépendant, basé sur du droit, et qui ne soit pas perçu comme biaisé ou partisan. Et donc, quand on demande l'accès, ce qui est compliqué, c'est que c'est perçu comme prenant part dans les discussions politiques et les négociations. Donc ça, c'est un point extrêmement important et qui est très prégnant dans les discussions autour de la difficulté d'accès. Et ensuite, au-delà de ces négociations politiques d'accès, la particularité de ce conflit armé, c'est qu'il se déroule dans ce qu'on appelle des zones densément peuplées ou un conflit urbain. C'est-à-dire que la densité de population fait que l'accès, même au-delà de la négociation juridique, la difficulté d'accès est physiquement quasi impossible pour des raisons de sécurité. Parce que le conflit se déroule dans un milieu urbain et donc la distinction qui va être faite entre les différentes personnes ou les différents bâtiments ou les différents véhicules est quasi impossible à cause de cette proximité entre les objectifs militaires et les biens civils, entre les personnes civiles et les combattants. Et donc,
tout l'enjeu est là, en réalité, et c'est là que se passent les discussions pour avoir accès. La réponse de l'armée israélienne, c'est d'abord, c'est pas possible pour des raisons sécuritaires, et ensuite, nous, on opère dans un environnement où la distinction, la proportionnalité, qui sont des principes fondamentaux en droit international humanitaire, sont extrêmement difficiles à respecter. Et c'est là que se joue toute la discussion. Et en fait, c'est là où les organisations humanitaires portent le plus d'attention, et c'est là où les dénonciations sont faites par les organisations militantes. C'est sur cette question de distinction, d'impartialité, de proportionnalité. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, évidemment, le maître mot, c'est laisser accès, mais l'accès pour pouvoir opérer, pour ces organisations humanitaires, n'est finalement que, on va dire, le remède à un mal qu'il faut régler dès l'origine, à savoir que les populations civiles, les biens civils ne doivent pas faire l'objet d'attaques. Donc, oui, laisser les organisations humanitaires opérer, c'est indispensable, mais en fait, il faudrait aussi, dès l'origine, arrêter de cibler des objectifs ou des personnes civiles, et ne cibler que des objectifs militaires ou des combattants. Donc les deux problèmes doivent être réglés, et ils sont liés, mais indépendants l'un de l'autre. Pierre de Jong. Vous savez, c'est extrêmement compliqué de démêler le vrai du faux dans cette guerre, parce que, je prends un exemple concret. On peut raisonner, c'est quand c'est le 7 octobre, donc ça fait un certain nombre de mois qu'ils se battent, etc. Israël, aujourd'hui... Ça fait 6 mois. Oui, 6 mois. Donc Israël, aujourd'hui, s'est senti attaqué. Et non seulement ça, mais en même temps, la population de Gaza elle-même a été ambiguë à un moment donné. Et c'est vrai que le fait que vous ayez déjà une partie de la population de Gaza qui passe la frontière et qui participe au massacre, ben, si vous voulez, ça a entaché. Donc ça, de fait, les Israéliens considèrent que la population de Gaza était plutôt favorable, ce qui était vrai. Mais les trois quarts, ou quand je dis trois quarts, l'énorme majorité n'a rien fait, bien évidemment. Ils ne sont pas responsables. Donc le problème, encore une fois, c'était facile pour les Israéliens de considérer que l'ensemble de la population était partie prenante dans ce conflit. C'est le premier point. Le deuxième ce qui est faux. Oui, voilà, c'est vrai, c'est faux. N'empêche que, en partie, c'est vrai, puisqu'une partie de la population de Gaza, même les Nations Unies, avec l'UNRWA, ils ont franchi la frontière, ils ont même participé, entre guillemets, au massacre. Donc, il y a quand même des choses extrêmement ambiguës. Et c'est ça le point fort d'Israël. Israël s'appuie ce genre de raisonnement en disant, voilà les preuves qu'on a, voilà, c'est documenté, et voilà ce qu'on va faire. Alors après, bien évidemment, il y a le droit humanitaire, en tout cas, il y a je ne sais pas comment ça s'appelle comme ça, non? Oui, le droit humanitaire. Le droit international humanitaire, ou le droit des conflits armés. Exactement. Pour un ancien militaire, c'est le terme consacré dans les forces armées. Mais par rapport aux populations civiles, c'est vrai qu'on ne tire pas sur les civils. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette imbrication qu'il y a dans cette ville immense, que moi je connais bien Gaza en plus, je suis allé un somme de fois, c'est impensable. Des fois, je me dis, mais comment font-ils? À part la côte qui est relativement dégagée, tout le reste, c'est un imbroglio d'immeubles, de rues. Enfin, c'était absolument incroyable. Donc, on ne peut pas y faire la guerre. On voit bien alors que les Israéliens ont, entre guillemets, très bien manœuvré, c'est qu'ils ont compartimenté, ils ont traité un après l'autre. Maintenant, ils sont dans le sud ou dans la région de Rafah. Donc je reviens sur l'idée générale. Donc encore une fois, le problème, c'est qu'encore une fois, Israël se sent dans son bon droit. Le deuxième point, il y a deux points majeurs. Le premier, c'est les relations internationales. C'est que vous avez une porte de Rafah qui donne sur l'Égypte, qui est fermée à triple tour, et la Jordanie qui n'apparaît pas dans le dispositif. Donc encore une fois, la seule porte de sortie des populations, c'est à Rafah. Et elle est fermée à triple tour, et vous avez 3 champs de mines et des barbelés sur 15 mètres de haut, donc c'est infranchissable. Donc il y a un paradoxe dans cette histoire aussi, c'est que la population de Gaza, elle a été livrée, pieds et poings liés, à l'armée israélienne. Ça, c'est le deuxième point. Et le dernier point, c'est les otages. On n'en parle pas. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de corbeau noir au-dessus de tout ça qui fait qu'en finale, les Israéliens se disent, écoutez, vous êtes gentils, les gens du Hamas. Nous, on est prêts à faire ce que vous voulez, mais rendez-nous les otages, immédiatement. Et dans la négociation, on voit bien qu'aujourd'hui, le Hamas répond, ben non, on est prêt à les négocier, mais comme ils l'ont fait d'habitude, rappelez-vous, les Tchadites, ça a duré combien d'années? Ça a duré, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et les Israéliens veulent pas rentrer là-dedans. Donc, encore une fois, il n'y a pas de solution majeure. Et la seule solution, elle est que militaire, du coup, malheureusement. Encore une fois, on est sur un modèle dans lequel Israël s'est mis dans une situation telle qu'on ne peut aller qu'au conflit, on ne peut aller qu'à la guerre. Et qui en paye les frais? Ben, la population de Gaza, par la force des choses. Et encore une fois, c'est bien triste. Bertrand m'a dit, vous n'étiez, il me semble, pas tout à fait d'accord avec ce qu'avait dit Pierre de Jong, au moins dans le début de son propos. Oui. Enfin, je vous ai vu en tout cas
Absolument, Froissé. il y a un On peut petit avoir des désaccords. Vous Petit pouvez point. tout à fait avoir des désaccords. Voilà, Vous avez encore une demi-heure pour l'avoir. Petit Pour les point de avoir, pardon. désaccord amicaux et tout Bien à fait sûr. légitime par ailleurs. Mais vous abordez 3 points qui sont effectivement majeurs, mais qui demandent, je crois, un traitement qui a une certaine subtilité. La population de Gaza face à l'action du Hamas. C'est un grand problème, n'est-ce pas ? Quel est le lien entre les deux ? Alors, sous le contrôle de la juriste, je dirais, en termes de responsabilité, l'assimilation des Gazaouis à l'attaque du 7 octobre, au massacre du 7 octobre, est inadmissible. C'est-à-dire, elle a été construite d'une manière totalement condamnable, c'est-à-dire en termes de punition collective. J'ai même entendu des responsables dire « mais ils sont tous responsables », ce qui en termes de droit, comme en termes d'éthique, est absolument inadmissible. Et s'il y avait des Gazaouis qui ont participé à ce massacre, ce qui est probable, puisque le Hamas mobilise essentiellement dans la population gazaoui, c'est une infime proportion par rapport aux 2 200 000 Gazaouis. Ça, c'est un premier élément. Maintenant, il y a une deuxième question que vous avez raison de souligner, mais qu'il faut distinguer, je crois, de la première, c'est-à-dire qui ne relève plus de la logique pénale, mais qui relève de la logique politique. C'est-à-dire, quel est le degré d'identification de la population gazaoui au Hamas? Ça, c'est une grande question. Alors, il y a eu un sondage, vous savez ce que valent les sondages à Gaza, moi je serais très réservé. Sondage en temps de guerre, c'est compliqué. Mais Par voilà, et dans un contexte particulièrement dramatique, mais qui semble indiquer que l'action du Hamas n'a pas diminué la popularité de celui-ci parmi la population gazaoui, mais l'a plutôt augmenté. Ce qui est un phénomène banal. Si on se réfère à l'histoire, qu'on prend les massacres de Philippeville en 1955 en Algérie, puis les attentats d'Alger en 1956 qui ont donné naissance à la bataille d'Alger, on a eu à chaque fois le même scénario, c'est-à-dire des actions extrêmement violentes, barbares, disaient certains, contre les populations pieds noirs venant de ce qu'on appelait les terroristes du FLN. Il y a eu une répression qui a été féroce, tant à Philippeville qu'ensuite avec la bataille d'Alger qui a suivi les attentats d'Alger. Et quel a été le résultat ? Le résultat, c'est que le FLN a été davantage populaire, a gagné en popularité. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène sociopolitique extrêmement important qui jouit, qui est l'identification. C'est-à-dire à partir du moment où des personnes, même dans les conditions les plus atroces et épouvantables, se sacrifient pour une cause que l'on partage, eh bien, il y a un phénomène de symbiose qui joue. Et qu'en son temps, le président Mao Tse-tung avait comparé au poisson dans l'eau. C'est-à-dire cette mystérieuse énergie sociale que les groupes de violence non étatiques captent à leur profit et qui fait que finalement, le faible l'emporte toujours sur le fort. Alors, il faut distinguer l'aspect responsabilité pénale, où là, je récuse complètement l'idée que celle-ci puisse être partagée entre une organisation, le Hamas, et une population gazaoui, et au contraire, cette identification extrêmement forte, qui est probablement... c'est un autre point qui me paraît très important pour le futur immédiat, qui est probablement la clé de l'avenir. C'est-à-dire où cette identification va aller en se renforçant, en s'étendant à la Cisjordanie, aux Palestiniens d'Israël, à la diaspora palestinienne, à l'opinion publique arabe. Il faut suivre ce qui se passe dans les rues du Maroc, dans les rues de Casablanca, à Amman, en Jordanie. Et au-delà de cette opinion publique arabe, l'opinion publique musulmane, c'est-à-dire indonésienne, pakistanaise, on pourrait continuer, et l'opinion publique internationale. On n'a pas été suffisamment attentif à ces degrés d'identification qui sont en train de défier la puissance. Et le grand problème qu'il y a derrière tout ça, c'est que personne n'a tiré les leçons de la guerre d'Algérie.
et que personne n'a compris qu'il n'y a pas une lutte de décolonisation qui ne finisse par la victoire du faible sur le fort et qui rende la puissance impuissante. Et c'est probablement dans ce surinvestissement, dans le tout-puissance, que Netanyahou est en train de perdre son pari. Il y a Grodawa qui nous a rejoint, il y a aussi Chen, salut, il y a Cybelle Pierre qui nous demande comment connaître le planning de stream de France Info. Bah écoute, il faut que je le fasse, c'est promis, je vais le faire bientôt. Sinon, il y a Jules qui met un tweet, je crois, avec les plannings. Bref. Colline Bétou, vous conseillez un certain nombre d'organisations humanitaires. Qu'est-ce qu'on vous... Sur les éléments d'identification dont parle Bertrand Badi, vous avez peut-être un écho là-dessus ? Oui, alors je voudrais revenir sur 2 points. Je pourrais en citer plein d'autres, mais disons que ces 2-là me paraissent assez importants. Le premier, et j'insiste systématiquement, surtout quand on parle de ce conflit armé en particulier, sur cette question, c'est la distinction qu'il faut absolument faire entre les raisons pour lesquelles on entre en guerre, en conflit armé, donc le droit ou non de faire la guerre. Et là, on peut tout à fait justifier les raisons pour lesquelles Israël est entré en guerre, ou en tout cas a intensifié le conflit armé qui était déjà en cours, puisqu'il y avait déjà une situation d'occupation. Donc là, oui, ces raisons-là, en fait, relèvent plus d'une démarche politique, puisqu'elles relèvent de la Charte des Nations Unies, et plus particulièrement du chapitre 7 de cette charte. C'est une question en elle-même. Moi, le sujet qui m'intéresse ici et maintenant, c'est les règles qu'on doit respecter durant le conflit armé. Et elles sont totalement indépendantes de la raison pour laquelle on est entré en conflit armé. Et ça, c'est très important, surtout dans ce conflit armé-là. On peut justifier de 1000 façons la raison pour laquelle Israël est entré en conflit armé ou l'a intensifié, mais les règles restent les mêmes. Et une des règles centrales du droit international humanitaire, c'est la distinction, et c'est là mon second point, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est la distinction qu'il faut faire entre ce qu'on appelle les combattants et les personnes civiles. Les combattants, si on parle de ce conflit armé-là, il y en a 2 catégories. Il y a les membres des forces armées israéliennes, qui sont donc des militaires d'une armée régulière, des forces armées d'un pays, et il y a les membres d'un groupe armé, alors il y a le Hamas, mais il y en a d'autres, des groupes armés qui sont présents sur le territoire palestinien. Et les cibles légitimes dans un conflit armé ne sont que les combattants. Par extension, il peut y avoir aussi des personnes civiles uniquement si elles prennent part directement aux hostilités. Donc, c'est-à-dire une personne civile qui prend avec des armes, une arme voit dans la rue, qui vise un militaire et dans l'objectif de le neutraliser. Là, ça devient une cible légitime. Mais en aucun cas, et quelle que soit la raison pour laquelle on est entré en guerre, on peut partir du principe qu'une population civile, en plus dans son ensemble, devient une cible légitime. C'est impossible si on se base sur le droit international humanitaire. Le vrai problème, encore une fois, vous savez, c'est que dans le combat dans les localités, c'est extrêmement difficile. La guerre urbaine, c'est absolument atroce. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est consommateur en hommes. Et donc, encore une fois, une armée qui avance, comme le fait l'armée israélienne, ils vont essayer de préserver la vie de leurs hommes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont utiliser les appuis, donc de leur artillerie, les missiles, etc., pour en fait dégager le terrain. C'est une logique purement opérationnelle. Donc, on fait ça, évidemment, sur un champ de bataille, c'est facile à comprendre. Mais dans une ville, c'est absolument incroyable. Parce qu'évidemment, les dégâts collatéraux sont sans limite. Et on voit bien que les Israéliens, au début de la guerre, insistaient sur le fait que c'était très précis, etc. Bon, au fur et à mesure du conflit, ça a complètement dérivé, bien évidemment. Mais au départ, ils étaient généreux en tournure, parce qu'il fallait protéger la vie des hommes de Tsahal. Ils n'avaient pas une armée pléthorique, et donc ils se sont dit, on va avancer progressivement. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est toute l'affaire qui tourne autour des hôpitaux, qui est très embêtant. Parce qu'on voit bien que l'hôpital Shifa, etc., sont des zones qui sont théoriquement préservées, totalement préservées. Un hôpital
hôpital, personne n'y entre. On voit bien que aujourd'hui, le Tsahal rentre dans les hôpitaux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont parfaitement identifié que le Hamas s'était installé peu ou prou autour, dessous, dessus, etc. Donc le problème, cette imbrication du Hamas avec les populations civiles rend pour une armée conventionnelle qui est l'armée israélienne, la solution, c'est inextricable. Il n'y a pas de solution tactique, il n'y a pas de solution réelle. Et encore une fois, le choix d'Israël est un choix extrêmement violent. C'est qu'ils ont décidé en fait de ratiboiser le système, de modifier la logique de cet endroit. On voit bien d'ailleurs, que dans les débats politiques actuellement, c'est que va devenir Gaza, parce que comment on reconstruit un endroit comme Gaza qui fait 40 km sur des kilomètres, cette ville, il n'y a plus rien. Il n'y a pas un immeuble qui n'est pas abîmé. Donc il faut repenser Gaza. En même temps, dès qu'on repense à ça, on dit, mais est-ce qu'une solution 2 États, pourquoi pas ? Mais séparé pas 80 km, on met un couloir comme c'était prévu initialement. C'est pas jouable non plus. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc on voit bien qu'encore une fois, cette logique de destruction, elle finit par être intéressante pour Israël. C'est que, je veux dire, ils sont dans le vin à tirer, il faut le boire. Ils vont aller jusqu'au bout du processus parce qu'il faut récupérer les otages par rapport aux opinions publiques. Et puis deux, on voit bien qu'il y a une forme de machiavélisme politique, comme c'est bien naturel, en disant on va aller tellement loin dans le dispositif qu'on sera obligé de repenser un nouveau mode de fonctionnement de cette partie du monde. On va repenser le système. Gaza, moi je l'ai déjà entendu, Gaza, on arrête le mot Gaza et à côté de la Cisjordanie, on crée quelque chose qui serait un autre endroit. Donc en fait, ils sont en train de recompenser eux-mêmes. On est en 1948 quelque part. Ils ont profité de cette situation-là et quelque part, ils repensent le système dans lequel, si vous voulez, on voit bien qu'en Cisjordanie, vous avez déjà des colons israéliens qui remontent et qui procèdent à des actes parfaitement inadmissibles. Donc il y a une espèce de vengeance, de reconquête qui est extrêmement difficile à tenir. Et c'est là qu'il a fallu que les États-Unis soient puissants. Imposer les règles minimum, contrôler, on va pas n'importe où. Et aujourd'hui, malheureusement, l'acteur principal qui était les États-Unis n'existe plus. Donc on a, globalement, on a abandonné les gens de Gaza, parce que les opinions publiques, c'est vrai que ça joue un rôle sur nos gouvernements, etc. Mais aujourd'hui, Netanyahou, il est dans son système, il est dans son bunker. Lui, sa survie, c'est qu'il a eu au bout du processus. Il ne peut pas s'arrêter à l'heure où je vous parle. On va parler de Benjamin Netanyahou un petit peu après. Bertrand Badi, vous vouliez intervenir ? Oui, je crois que ces événements nous rappellent une chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que nous fonctionnons avec des catégories juridiques, stratégiques, politiques, qui sont complètement dépassées par les enjeux actuels des relations internationales et plus particulièrement de ce conflit. C'est-à-dire, encore une fois, on n'a pas su tirer les conséquences de ce changement de monde qu'a été la décolonisation. La décolonisation, je disais tout à l'heure, a marqué pour la première fois depuis Adam et Ève la victoire du faible sur le fort, mais a surtout transformé profondément, mon colonel, vous allez me corriger si je me trompe, l'identité de la guerre, qui était État contre État. La guerre moderne a été pensée comme une confrontation entre États avec une bataille décisive qui allait décider du vainqueur et du vaincu. Que voyons-nous depuis 1945 ? C'est que les victoires sont très rares, que les défaites le sont également, et que la plupart des conflits, en tous les cas ceux qui sont le plus inextricables, sont des conflits non pas d'État à État, mais d'État à société, à mouvements sociaux. Et donc, effectivement, cette distinction est au centre du droit international humanitaire entre civils et militaires. Mais cette distinction, elle n'existe plus depuis les guerres de décolonisation. Et du coup, il faut complètement repenser nos catégories et surtout le fameux jus ad bellum, c'est-à-dire le droit d'entrer en guerre, mute profondément. Autrefois, à la base de la guerre, il y avait la compétition que Raymond Aron appelait multiséculaire entre États. C'était une compétition de puissance. Aujourd'hui, ce n'est plus une compétition de puissance. Ce sont des langages qui sont déjà différents. C'est-à-dire les acteurs ne se comprennent pas entre un État qui a une armée et des mouvements qui sont, alors appelez ça mouvement de résistance, mouvement terroriste, ça c'est un autre débat, mais qui sont essentiellement de facture nationaliste, de décolonisation. Toutes les règles juridiques, mais aussi stratégiques d'autrefois, ne fonctionnent plus. Et c'est pour ça que qu'il s'agisse du général Massu ou qu'il s'agisse du général Galland, qui était
persuadés que l'on pouvait venir à bout d'une violence en faisant jouer la puissance, découvrent que ce n'est plus possible. Et même le contraire, la puissance, au lieu de calmer la violence, engendre la violence. C'est ça le grand renversement. Dans le chat, il y a... Il y a Cyril, mais c'est pas Cyril le réalisateur, c'est Cyril dans le chat. Salut Cyril dans le chat. Cyril TG qui dit racisme et génocide, à un moment il faut dire les termes. Alors pourquoi je cite Cyril TG ? Parce que après on a Grodawa qui... Non, pardon. On a Shen Pestek, salut Shen Pestek, qui nous dit il faut lire entre les lignes. Je pense que beaucoup de journalistes et des intervenants n'ont pas la possibilité de s'exprimer librement. C'est une manière de souligner qu'en fait on s'exprime tout à fait librement sur France Info et que donc si on peut tout à fait parler de racisme et génocide, mais il faut le qualifier. Est-ce que c'est que le racisme et le génocide ? Et peut-être que Colin Bétou a un avis juridique là-dessus pour dépassionner ces deux termes. Et est-ce qu'on peut les coller ou pas à la situation ? La réponse peut être oui, peut être non. La réponse c'est certainement oui, mais... Alors, racisme, je suis bien en difficulté pour vous donner un argument juridique de ce terme, enfin une définition juridique de ce terme parce que ça n'existe pas en droit international. Donc malheureusement, je ne peux pas aider pour ça. En revanche, pour le génocide, comme vous savez, peut-être il y a une affaire en cours devant la Cour internationale de justice. Alors la particularité de cette cour, c'est qu'elle juge des États et non des personnes. Donc c'est l'État d'Israël qui fait l'objet de poursuites, enfin c'est pas le terme exact, mais peu importe, disons de poursuites. Le premier État à avoir poursuivi Israël, c'est l'Afrique du Sud, pour des raisons historiques. Voilà, elle s'est penchée, c'est le premier État à s'être penché sur cette question. Et a demandé à la Cour internationale de justice des injonctions à l'égard de l'État d'Israël d'arrêter tout acte qui mènerait à un génocide. Je suis désolée, je fais un résumé un peu rapide. En plus, les termes me viennent en anglais, donc pardon pour le vocabulaire, mais c'est clair que la question du génocide est posée ici. Et donc c'est l'attaque systématique d'une population, en l'occurrence basée sur certains critères. Et donc il y en a eu assez peu dans l'histoire qui ont été reconnus. Il y a bien évidemment celui de la Seconde Guerre mondiale, il y a ensuite eu celui du Rwanda, et puis récemment a été reconnu aussi celui d'Arménie. Mais il y en a assez peu dans l'histoire parce qu'il faut vraiment qu'une population en tant que telle, avec des critères qui la caractérisent, soit ciblée pour l'appartenance à ce groupe. Après, moi, je ne suis pas spécialiste du droit pénal international, puisque c'est ce qui vient en général après le conflit armé. Moi, je m'intéresse vraiment à ce qui se passe pendant le conflit armé. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait de poursuivre pour génocide n'exclut pas d'autres chefs d'accusation. Et notamment, et je pense que les dirigeants israéliens devront y faire face, je ne sais pas s'ils seront condamnés ou pas, mais en tout cas, ils devront certainement faire face à des accusations pour crimes de guerre. Et d'ailleurs, la question est déjà posée en France au titre de ce qu'on appelle la compétence universelle, qui est une compétence un peu particulière qui existe dans le monde, dans certains États. C'est une compétence qui permet à des juridictions nationales de poursuivre une personne étrangère pour des faits commis à l'étranger sur des personnes étrangères. Alors en France, je ne vais pas revenir sur des détails techniques, mais c'est un peu limité. Mais ça existe d'une façon plus limitée, mais ça existe quand même. En France, il est déjà question de poursuivre des Français qui seraient allés combattus dans les rangs de l'armée israélienne, qui ont donc la double nationalité, pour des faits de crimes de guerre. Donc c'est déjà une question qui est posée en France, et c'est certain qu'il y aura des individus, donc des personnes qui seront poursuivies, je ne sais pas si elles seront condamnées ou pas, mais pour avoir participé à des infractions graves du droit international humanitaire qui constituent des crimes de guerre. Voilà. Chen, je remarque ton clin d'œil. J'espère que la réponse de Colin Bétou a été satisfaisante pour toi. Bertrand Badi, vous vouliez ajouter quelque chose, je crois. Oui, je crois que notre ami a raison. Il ne faut pas avoir peur des mots et ça me permet de féliciter France Info d'accepter de nous libérer de cette peur, ce qui n'est pas le cas de toutes les chaînes. Pour peu qu'elles soient argumentées dans un cadre. Bien sûr. Mais je crois que c'est une histoire douloureuse et complexe et qu'il faut savoir regarder en face.
La contemporanéité de cette question, elle a commencé quelque part au XIXe siècle, lorsque Jules Ferry a proclamé que c'était le droit et le devoir des races supérieures d'éduquer les races inférieures. Moi, je veux dire, cette phrase, en tant que franco-persan, donc fils de quelqu'un qui était d'une race inférieure et d'une mère française, donc supérieure, d'une race évidemment. supérieure, c'est quelque chose qui m'a toujours fait frissonner. Et ce qui me fait frissonner, c'est la banalisation de cette formule qui fonctionne, je dirais, à l'aveugle et à la discrétion dans l'histoire des relations internationales depuis le milieu du XIXe siècle, qui a légitimé la colonisation, l'inégalité des droits entre les populations colonisées et les populations colonisatrices, et là on pense au statut de l'indigénat, mais qui se retrouve aussi dans le banal constat que un mort ne vaut pas un autre mort. Il semblerait, je le dis avec prudence, mais même aux États-Unis on le dit, qu'il y ait environ 25 000 femmes et enfants qui auraient péri sous les bombes à Gaza. Imaginez qu'une telle tragédie se fût produite dans un pays européen. Est-ce que vous pensez que certains journaux télévisés que je ne nommerai pas auraient choisi de ne pas en parler du tout ? Si ça s'était produit en Belgique, en Allemagne ou en Espagne, est-ce que véritablement on aurait eu le droit à la place à un reportage comme je l'ai vu sur la taille des gâteaux secs ? Il faut pas croire... C'était pas sur le service public, Bertrand Badi. Je ne dirai pas où c'est, parce que je ne veux pas faire de polémique, mais c'est quand même quelque chose, moi, qui m'a profondément choqué, mais que ça me choque n'a pas grande importance. Moi, je suis confortablement installé, on a oublié la nationalité de mon père, mais c'est quelque chose, et ça je peux en témoigner par les enquêtes que j'ai faites sur le terrain, qui est profondément ressenti par les populations locales. Et donc, on ne va pas commencer un long débat de savoir s'il y a racisme ou s'il n'y a pas racisme, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est perçu comme étant du racisme par les populations qui en sont victimes. Et vous savez, le perçu, puisque vous avez eu la gentillesse de citer mon ouvrage sur la question, le perçu est quelque chose de fondamental, un paramètre fondamental des relations internationales et extraordinairement dangereux, car il engendre l'humiliation, et l'humiliation engendre la rage, et la rage, c'est l'arme de destruction massive dans la période postmoderne que nous commençons à vivre. Donc, il faut partir de l'acceptation de cette construction verticale des relations internationales. Tant qu'on n'y remédiera pas, eh bien, on aura affaire à cette violence, à cette frustration, à cette rage dont je parlais tout à l'heure. C'est vrai, c'est un paramètre qu'il faut inclure dans l'étude des relations internationales. Merci Bertrand Badi. Il y a des centaines de juristes britanniques qui ont réclamé une suspension de la vente d'armes à Israël. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU va examiner vendredi, c'est demain, un projet de résolution qui appelle à un embargo sur les armes pour Israël, en évoquant le risque plausible d'un génocide à Gaza. On ne va pas revenir sur la notion de génocide, vous avez très bien expliqué, Colline Bétou. Cependant, un embargo comme ça, alors déjà, est-ce que ça a des chances d'être voté ? Est-ce que c'est un arsenal qu'on peut déployer rapidement ? Qui veut ? Colline, je vous en prie. Et Pierre, je vous passe la parole après. Alors, la question du transfert des armes est très intéressante puisqu'elle a été soulevée à l'ONU, mais dans d'autres instances aussi, et notamment par les représentants de la Palestine dans les instances internationales. En fait, il y a déjà une base juridique qui existe. Donc l'embargo vient juste ajouter une volonté politique de bloquer les transferts d'armes vers Israël, mais il y a déjà une base juridique qui existe, avec le traité sur le commerce des armes, qui prévoit dans ses articles 6 et 7 que tout transfert d'armes doit être suspendu ou refusé vers un État qui serait soit suspecté, soit on constate qu'il y a des violations des droits humains, mais aussi du droit international humanitaire. Et donc, clairement, on rentre dans ces deux articles, pour ce qui concerne Israël, sans se transformer en magistrat et sans être juge des actes qui sont commis. En tout cas, il y a une suspicion de crimes de guerre. Il y a une possibilité que l'armée israélienne ait commis des crimes de guerre. Donc, tout transfert devrait être suspendu par tous les États membres au traité sur le commerce des armes. En plus, pour
les pays membres de l'Union européenne, il y a une position commune qui existe au niveau européen qui reprend ces dispositions. Donc en plus, les États membres de l'Union européenne sont doublement liés par cette interdiction de transférer des armes vers Israël. Après, la question de l'embargo, alors déjà, ça concerne les pays qui ne sont pas membres au traité sur le commerce des armes, bien évidemment. Et puis, je dirais que ça renforce, d'un point de vue politique, la volonté de ne plus alimenter en armes un pays qui serait à l'origine, qui serait, encore une fois, hein, je ne suis pas juge, à l'origine de violations graves du droit international humanitaire. Donc, ça me paraît être une évidence. Et sans faire de comparaison, parce qu'on pourrait y passer la soirée, étant donné qu'il y a à peu près une centaine de conflits armés dans le monde, on pourrait faire des parallèles entre les différents conflits armés. Mais disons qu'il y en a une qui est assez évidente, en tout cas du point de vue de la France, entre Russie, Ukraine et Gaza-Israël. Clairement, la façon dont a été traitée la Russie, la Fédération de Russie, a été bien plus radicale et immédiate en termes de transfert d'armes que Israël. Pierre de Jong. Oui, pour une raison très simple, c'est qu'en fait la proximité géographique fait que l'inquiétude que provoquent les Russes chez les Européens n'a rien à voir avec l'inquiétude que peut provoquer le Hamas. Donc c'est vrai que la perception du danger fait que on agit différemment. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'il y a des règles internationales, mais après le problème c'est l'application. On voit bien qu'aujourd'hui il faut des votes. On ne va pas décider comme ça unilatéralement, mondialement, qu'on va tout arrêter. Donc il faut le décider. Encore une fois, c'est les Nations Unies qui avaient ce rôle-là. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, le problème c'est que les Nations Unies jouent plus leur rôle, elles ne peuvent plus agir. Donc, quelles que soient les résolutions qui sont prises, elles ne sont pas suivies, puisqu'encore une fois, une partie ne les suit pas. Et évidemment, sur un sujet comme celui-là, les Américains se sont abstenus. J'imagine que dans une partie, s'il y avait un autre vote sur ce sujet-là, j'imagine qu'ils voteraient contre, par la force des choses. Et ce serait exactement l'inverse avec les Russes et les Chinois pour d'autres sujets. Donc, on est sur un modèle qui est parfaitement immobile. Ce qui veut dire qu'encore une fois, c'est que l'appréciation de situation, elle dépend de chaque État. Donc après, on revient sur les États, et chaque État peut décider unilatéralement d'arrêter de vendre ou de donner de l'armement à Israël. C'est ça la solution. Mais évidemment que non, ça ne se passera pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une mécanique qui est engagée. Vous savez, même en Russie, on découvre que les Russes ont même récupéré de l'armement, en tout cas des sous-parties de l'armement qui viennent des États-Unis. Donc si on est dans un marché mondial de l'armement qui est extrêmement difficile à contrôler. Donc soit les États imposent des règles extrêmement strictes en disant moi, mon pays ne vendra pas une seule arme à Jérusalem, à Israël, à ce moment-là, ça peut fonctionner, mais du point de vue international, ça n'a absolument aucune chance. Donc c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est qu'avant, les règles internationales étaient fortes, elles étaient dominantes, et un État ne pouvait pas les transgresser. Aujourd'hui, si vous voulez, ce droit international est complètement bafoué, et aujourd'hui, chacun joue sa carte, c'est tout. Et encore une fois, Israël joue sa carte, les Russes jouent leur carte, mais demain, les Chinois joueront la leur, et puis les Nord-Coréens, que sais-je. Donc encore une fois, on est sur un modèle qui se dérègle, et c'est le vrai sujet d'aujourd'hui. Encore une fois, je parlais tout à l'heure de la SDN, des Nations Unies. Tant que vous n'avez pas de système de régulation, il n'y a aucune chance que ça marche. Après, on pourra s'interroger, on pourra faire des colloques là-dessus pendant des jours et des jours. Le problème, c'est la loi du plus fort, la loi de la décision des États. Regardez le positionnement aujourd'hui de la Turquie, par exemple, sur certains sujets, c'est extrêmement ambigu. Quand ça l'intéresse, il est extrêmement actif, et quand ça n'intéresse pas, il est plus actif, il fait ce qu'il veut. Chaque État fait ce qu'il veut. Alors, passons-nous d'un monde unipolaire, je rejoins les phrases du professeur Badi, à un monde, je dirais, multipolaire, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce monde multipolaire tel qu'il arrive, c'est un monde qui est extrêmement inquiétant. Dans le chat, il y a, comment il s'appelle là ? Nawal, pardon, salut Nawal, qui nous dit, donc considérant ce que vous aviez dit sur la suspicion donc, de crimes de guerre, et Nawal qui dit, mais pourtant ça n'est pas le cas, le transfert d'armes continue. Est-ce qu'il y a des dispositions dans la loi française, ajoute Cyril ? Nous sommes liés à des traités, c'est ce que vous allez certainement lui répondre, qu'il met tout. Oui, il y a des dispositions dans les traités qui ont été transposées, disons qu'il y a l'équivalent, parce que ça n'a pas vraiment été transposé, mais il y a l'équivalent en droit français. Après, je ne suis pas sûre que la France soit le principal intéressé. Plutôt les États-Unis, vraisemblablement. Même si ça a été cité, deux entreprises en particulier françaises ont été citées dans la liste des entreprises. Alors après, moi, encore une fois, je ne suis pas allée vérifier, je ne suis pas enquêtrice, mais ça a été cité parmi les entreprises qui continuaient à exporter des composants, pas des armes en tant que telles, mais des composants d'armes livrées à Israël.
Merci. Il y a un exemple que je connais bien, c'est l'exemple libyen, par exemple, où les sociétés françaises avaient vendu du matériel d'écoute, du matériel téléphonique, du matériel un petit peu pour un pouvoir, pour écouter les opposants. En 2011, au moment de la guerre, il y a des enquêtes qui ont été faites, on a réalisé qu'une société française avait vendu ce genre de matériel. La société a littéralement fermé, elle a été vendue. Vraisemblablement pour ça, Israël n'a jamais eu besoin de la France. Dans ce domaine-là, il n'y a aucune chance, ça c'est sûr et certain. Pendant 4 jours, on a vu des milliers d'Israéliens manifester à Jérusalem. Il semble que la contestation prenne de l'ampleur. Et ce qui a changé, c'est certainement peut-être une sorte de convergence des luttes, avec d'un côté un mouvement social, une grogne franche qui est née après la réforme de la justice de l'année dernière, et la colère des familles d'otages qui ne croient plus tellement que cette guerre va leur amener leurs fils, leurs frères, leurs mamans. Et ce qu'ils réclament toutes et tous, au moins ces gens qui manifestent, c'est le départ de Netanyahou. Il pourrait partir, mais Netanyahou, il est dans quelle position actuellement? Ça devient compliqué finalement pour lui. L'une des hypothèses, c'est pas la seule, elle n'est pas exclusive des autres. Oui, mais sans considérer que les autres hypothèses ne sont pas recevables, elles se combinent toutes, c'est que Netanyahou prolonge un conflit parce qu'il sait que c'est la meilleure façon de sauver son propre gouvernement, de différer des élections qui sont réclamées et, à titre personnel, d'échapper à la justice de son pays. Donc, effectivement, son jeu, il ne s'en cache qu'à peine, c'est de rester au pouvoir, se pérenniser au pouvoir. Il ne faut pas oublier que dans l'histoire, la guerre a toujours une fonction de protection du pouvoir politique en place. Il y a une sorte d'échange de bons principes entre les titulaires du pouvoir politique et l'action militaire, et surtout l'action guerrière. Bon, ceci étant, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette contestation, elle est multivariée, c'est-à-dire elle porte sur la question des otages, et on ne peut que le comprendre, elle porte aussi sur cette réforme de la justice, sur l'accusation qui est portée à Netanyahou de ne pas avoir su voir venir l'attaque du 7 octobre et prémunir Israël contre cette attaque. Donc, ce sont des griefs multiples qui s'entrecroisent. Mais ce qu'il faut noter également, c'est qu'il y a parallèlement une unanimité on ne peut pas le dire, mais une grande majorité d'Israéliens qui sont d'accord pour mener cette guerre à Gaza. C'est-à-dire que la contestation porte sur la personne et sur l'orientation du gouvernement Netanyahou, non sur le choix de guerre et sur ce choix d'une stratégie optimale. Ce qui permet d'abord à Netanyahou de tirer son épingle du jeu en disant si vous êtes d'accord avec moi pour continuer cette guerre, laissez-moi la continuer, et d'autre part qui dramatiquement repousse l'hypothèse même d'une solution, y compris la solution à 2 États, parce qu'il semble bien que la culture politique actuellement en Israël ne rencontre pas cette option. Donc c'est un sujet d'inquiétude parmi d'autres. Il y a Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre français des Affaires étrangères, qui a estimé, c'était aujourd'hui, que la France devait reconnaître un État palestinien pour faire pression sur Israël, pour sortir de la situation de blocage. C'est une idée qui peut prospérer ? Écoutez, il y a 130 pays environ, je n'ai pas le décompte exact, qui ont déjà reconnu la Palestine comme État. La Palestine a une ambassade qui ne s'appelle pas officiellement ambassade à Paris, avec une représentante que tout le monde nomme ambassadrice. C'est-à-dire qu'il y a une énorme hypocrisie que de ne pas reconnaître ce statut d'État à la Palestine. Je crois que, là aussi, les États occidentaux sont prisonniers de cette construction intellectuelle qui consiste à faire d'Israël un État occidental, et donc à maintenir à tout prix la solidarité avec cet État. On peut aller faire un tour peut-être en Iran. Il y a Téhéran qui a promis de riposter à l'attaque imputée à Israël, qui a détruit... Je vous libère après, Bertrand, vas-y. Faut que je vous libère maintenant ? Non, on a 3 minutes. Je n'oserais pas vous couper. Alors, on fait 3 minutes en Iran avec Téhéran, donc qui a promis de riposter à l'attaque imputée à Israël, qui a détruit lundi l'annexe consulaire de son ambassade à Damas, qui a tué 7 gardiens de la révolution. On peut craindre une escalade ?
Il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Il y a peu de chance pour plusieurs raisons. La première, d'abord, c'est que l'Iran est occupé avec le sud Liban, avec le Hezbollah. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ils sont en négociation avec les États-Unis et avec les États occidentaux pour les problèmes liés au nucléaire. Donc ils ne vont pas se faire mal voir de l'Occident pour avoir accès à des technologies. Donc je pense aujourd'hui, donc je vais être très rapide parce qu'encore une fois, les 19h, je ne vais pas être trop long dans la réponse. Je veux préserver le professeur. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a peu de chance. Donc il y aura de l'animation, etc. Et Israël l'a parfaitement compris. Donc Israël va multiplier les attaques et je suis quasiment certain que l'opération qui est actuellement menée à Gaza, elle va être démultipliée, peut-être sur une partie de la Cisjordanie, mais en tout cas sur le sud du Liban. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Iran a intérêt à faire plutôt le bon élève de la classe parce qu'il peut en tirer des bénéfices relativement importants. Il est 19h01, passé de 48 secondes. C'est l'heure où je vous libère. Merci Pierre de Jong, merci Colline Bétou, merci Bertrand Badi. Bertrand Badi, allez-y, filez. Merci pour vos lumières et pour vos sympathies. Je vous remets la bienveillance sympathique et pragmatique de Mathis.